Europe 1 matin. 6h, 9h, Jacques Serret. 7h12, Jacques Serret, vous recevez ce matin François Pierrard, qui est directeur général de l'Observatoire Hexagone. Bonjour François Pierrard. Bonjour. Avec votre observatoire, vous révélez en ce début d'année des chiffres qui marquent un basculement historique, des chiffres sur la démographie française. François Pierrard, est-ce que 2025 restera comme l'année où la France a franchi un point de non-retour démographique ? Alors, non-retour, il est peut-être trop tôt pour le dire, mais en tout cas, 2025, c'est certain, est une année charnière, un point de bascule dans notre démographie. On a franchi 3 caps historiques cette année. On a un nombre de naissances qui est historiquement bas en temps de paix en France. Combien ? Aux alentours de 645 000 naissances. Les chiffres définitifs consolidés ne sont pas encore sortis, mais on devrait être sur cet ordre de grandeur. Sous le seuil des 650 000 naissances. Tout à fait. C'est ce qui est prévu pour l'année 2025. On a également un nombre de naissances qui est donc, pour la première fois en France, en temps de paix, qui est inférieur au nombre de décès. Donc on meurt davantage en France. Ça, c'est une première. C'est une première en temps de paix. C'était déjà arrivé en temps de guerre, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on est, du point de vue démographique, en France, dans une situation qui, sur certains aspects, ressemble à celle de la Première Guerre mondiale, ce qui est quand même pas très réjouissant. Et le troisième cap qu'on a franchi, c'est que, selon toute vraisemblance, on devrait être en dessous de 1,6 enfants par femme en indice de fécondité en 2025, ce qui là serait une première historique. C'est probablement jamais arrivé sur notre territoire depuis des centaines d'années et peut-être depuis encore plus longtemps. 1,6 enfants par femme, nous dites-vous. À partir de quel niveau on peut dire qu'un pays commence à décrocher démographiquement ? Aux alentours de 2 enfants par femme, un pays se stabilise à peu près démographiquement, du point de vue de sa croissance naturelle, et en dessous de 2, un pays ne renouvelle clairement plus ses générations, et en décroissance naturelle. Cela dit, ce n'est pas le cas que de la France. Beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde sont tombés en dessous de 2. Et c'est un basculement qui a été extrêmement rapide et qui peut surprendre les personnes qui suivent le sujet d'un peu plus loin. Mais aujourd'hui, on a des pays comme l'Inde qui sont passés en dessous de 2. L'Indonésie est en train de passer en dessous de 2. L'immense majorité des pays du monde sont en dessous de 2, à l'exception du continent africain et de quelques pays, ça et là, un peu anecdotiques. On a le Venezuela, certains pays d'Amérique centrale, certains pays d'Asie, comme le Pakistan ou l'Afghanistan. Mais sinon, dans quasiment tous les pays, maintenant, on est dans un monde où la population décroît en tendance naturelle. Alors, vous avez regardé différents scénarios dans vos recherches. Il y a le scénario Italie, par exemple, où il y a une fécondité autour de 1,2. Ça donne combien ? La France, ça donne combien d'habitants en 2100, par exemple, si on applique ce scénario ? Alors, pourquoi déjà on a regardé ces scénarios ? Je pense que c'est important de préciser ce contexte. Aujourd'hui, on est à un peu moins d'1,6 enfants par femme en France. On est aujourd'hui plus proche du taux de fécondité de l'Italie, qui est un taux de fécondité jugé catastrophique, à 1,2 enfants par femme, que du taux de fécondité de la France de 2015. On était tout juste en dessous de 2. Donc aujourd'hui, ça devient probable qu'on s'aligne sur le taux de fécondité de l'Italie. Et c'est quelque chose qui est tout à fait fou, puisque quand on prend les dernières projections de référence de l'INED et de l'INSEE de 2021, à l'époque, le scénario central, c'était une stabilisation du taux de fécondité à 1,8. Il y avait un scénario pessimiste aussi, et puis il y avait aussi dans les annexes, il fallait le trouver, celui-ci, un scénario extrême, avec une fécondité très pessimiste. Et que disait ce scénario ? C'est que pour l'année 2025, on serait à 1,7. Or, ça, c'était le scénario le plus pessimiste. Scénario extrême, et il fallait le trouver dans les annexes. Il n'est même pas sur une page PDF, il faut le trouver dans les Excel, celui-ci. Et donc 1,7. Or, on est à moins d'1,6. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est pire que le scénario le plus extrême prévu par les démographes de l'INED et de l'INSEE. Ce qui nous a amené, nous, à l'Observatoire Hexagone, à nous dire, en réalité, la situation est encore pire. Il n'est pas improbable, il est même plutôt probable qu'on s'aligne progressivement sur des pays où la trajectoire démographique est jugée comme catastrophique, comme celle de l'Italie. Et donc ça voudrait dire quoi à horizon 2100, par exemple ? Tout à fait. Si on regarde dans un siècle, on aurait, si on s'aligne sur le taux de fécondité de l'Italie, une quarantaine de millions d'habitants en France. Donc on reviendrait au niveau de la France de 1945. Et ça, ce scénario, pour nous, n'est pas un scénario catastrophe. C'est un scénario plutôt probable. On peut aussi imaginer un scénario catastrophe, et on l'a modélisé, avec un alignement progressif sur le taux de fécondité de la Corée du Sud, qui aujourd'hui est à 0,7 enfants par femme,
Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne un pays qui se dépeuple à hauteur de 60%. Donc, imagine une France vide. 60% des logements sont vides. On n'a plus qu'environ 25 millions d'habitants en France en 2125. C'est un scénario peut-être catastrophe, mais aujourd'hui, vu qu'on est complètement en dehors des clous par rapport aux scénarios les plus pessimistes, on ne peut pas l'écarter. Et ça, il faut le prévoir. Et la première chose à faire, c'est d'arrêter de se mentir et de comprendre que, quoi qu'il arrive, notre taux de fécondité va baisser et qu'il va falloir faire en sorte qu'il baisse le moins possible, mais en même temps, en prendre conscience et s'adapter à cette réalité qui est la crise démographique que nous connaissons en France, mais que les autres pays aussi connaissent. Il faut s'adapter parce que ça concerne évidemment notre modèle social, notamment. Bien entendu. Qu'est-ce que vous préconisez face à ces scénarios aujourd'hui que vous établissez? Alors, la première chose, comme je le disais, c'est arrêter de se mentir, parce que si on continue à croire que notre taux de fécondité va se stabiliser, on ne fera rien. Et aujourd'hui, je vais prendre juste un exemple, c'est le Conseil d'orientation des retraites, qui est supposé planifier notre système de retraite. Il prend un scénario où la fécondité française serait de 1,8 enfants par femme ad vitam aeternam. On est en dessous de 1,6. Donc ça ne marche pas. Le président du Conseil d'orientation des retraites explique que si on change en passant d'un scénario à 1,8 à un scénario à 1,6 enfants par femme, ça nous pénalise de 0,15 points de croissance du PIB chaque année, ce qui représente une perte de recettes publiques de l'ordre de 60 milliards. Donc le budget du ministère de la Défense à l'horizon 2070. Or, comme je le disais, on sera sans doute en dessous de 1,6 enfants par femme. Donc déjà, il faut bien prendre ça en compte. Ça va impacter donc nos recettes fiscales, ça va donc impacter notre modèle social, en particulier sur des aspects redistributifs du point de vue générationnel, comme le système de retraite, où aujourd'hui ce sont les actifs actuels qui payent pour les retraités actuels. Or, dans une société de plus en plus vieillissante, on va avoir un ratio actif-retraité qui sera de plus en plus défavorable et qui va mener à un poids peut-être excessif sur les actifs si on n'y est pas encore. François Pirard de l'Observatoire Hexagone, justement, face à ce décrochage démographique, il y a une partie de la classe politique, notamment à gauche, qui avance un argument. Elle dit, bon, bah, puisque la natalité baisse, il faut plus d'immigration pour continuer à financer notre modèle social. Ma question est simple, est-ce que cet argument tient d'un point de vue démographique? Alors, effectivement, si vous faites venir plus d'immigration, vous augmentez mathématiquement la population. En revanche, est-ce que ça résout le problème de la natalité? Pas vraiment, puisque ce qu'on voit, c'est qu'il y a une convergence dans le taux de fécondité des immigrés et des descendants d'immigrés dans le temps. Et donc, si on accueille aujourd'hui une grande vague d'immigration et que dans 25 ans, on s'aperçoit que leur taux de fécondité tombe à 1,5, que fait-on? Et on crée une sorte de pyramide de Ponzi géante où il faut continuer à faire venir toujours plus d'immigrés parce que les descendants d'immigrés précédents ne font pas 2 enfants par femme. Et puis, ce qu'on observe aussi sur les récentes vagues d'immigration, c'est que leur contribution fiscale nette n'est pas forcément au rendez-vous. Or, pour financer un système de retraite, il faut des cotisations. Quand on a une immigration qui est aujourd'hui une immigration plutôt pauvre, dans des métiers peu qualifiés, et donc avec des cotisations retraite faibles, c'est compliqué de payer les retraites des retraités actuels. Un point important à comprendre, c'est de voir que si on est sur une baisse de la population, on risque d'avoir une baisse du PIB. Donc là où on peut jouer, c'est créer davantage de PIB par personne, et ça suppose d'augmenter la productivité, par exemple par l'automatisation de la production, plutôt que par une production toujours plus manuelle, alimentée par l'immigration. Pour conclure, François Pirard, on en parlait dans le journal de 7 heures, le nouveau congé de naissance. Est-ce que ce type de mesure peut contribuer à faire remonter la natalité, ou est-ce que ce n'est absolument pas suffisant? C'est très très loin d'être suffisant, et finalement, si on regarde les différentes raisons de la baisse des naissances, la première raison, c'est qu'on ne fait plus d'enfants parce qu'on ne veut plus en faire. C'est une question qui peut être culturelle, sociologique, sociale, mais certainement pas liée à la durée d'un congé, maternité, naissance ou autre. C'est sûrement des initiatives qui vont dans le bon sens. Ça permet peut-être de freiner l'érosion de la natalité, mais c'est très très loin d'être suffisant, et en tout cas, ça ne permet pas d'espérer qu'on repasse au-dessus de 2 enfants par femme. Il faut une mesure choc, vous en avez une à proposer ce matin? Alors non, il ne faut pas une mesure choc parce qu'on ne repassera pas probablement au-dessus de 2 enfants par femme aujourd'hui, puisque tout simplement les jeunes femmes ne veulent pas avoir 2 enfants par femme. Ce qui est une première dans l'histoire de France. Il y a 20 ans, les jeunes femmes de moins de 30 ans souhaitaient avoir 2,5 enfants par femme. Aujourd'hui, on est tombé en dessous de 2. Donc déjà, si le désir d'enfant est en dessous de 2, il n'y a aucune raison d'espérer qu'il remonte au-dessus de 2. Donc il faudra plusieurs séries de petites mesures pour espérer freiner la chute de la natalité et en parallèle s'y adapter. Merci beaucoup François Pirard.
Très bonne journée à Merci à vous. vous. Directeur général de l'Observatoire Hexagone.